Abraham Elkin. J'ai fondé le club avec d'autres en 2009. Et voilà, on a rendu à 1000 membres et 19 chapitres et bientôt un autre chapitre à New York et d'autres possiblement au Canada. De toute façon, les webinaires continuent jusqu'au fin juin. Puis il y a un autre le 7 juillet qui est fort intéressant, qui sera avec Pricewaterhouse comme hôte. Ce sera un panel en tout cas, c'est Charles Godbout de Pricewaterhouse qui a gagné au gala les prix M&A l'an passé. Et c'est 4 membres clés de la transaction gagnant qui vont parler chacun de leur rôle dans la transaction. Ça, c'est fort intéressant. On a déjà fait ça pour d'autres gagnants. Ensuite, 2 autres choses d'intérêt. Le 29 juin, on a un webinaire en anglais. Celui-là, le 7 juillet, c'est en français, si je ne l'ai pas dit. Le 29 juin, c'est Investment Opportunities for Business or Opportunities for Business and Investment in Asia. On a un Français qui demeure à Hong Kong, qui fait beaucoup entre Hong Kong, le Canada et l'Europe. On a le Acting Consul General pour Hong Kong, qui, c'est sûr, est très au courant avec ce qui se passe entre le Canada et l'Asie en général. En tout cas, il y a d'autres, c'est sur le programme, mais c'est 4 luminaires, je dirais, vraiment d'autres niveaux. Ça va être suivi au mois d'août avec un webinaire semblable avec des prévisions ou le genre de revue des fusions-acquisitions en Europe, un de l'Angleterre, un de la Suisse, et la même personne qui était au webinaire le 29 juin, à Jean Roch, qui va parler de ce qui se passe en France. Ça, c'est prévu, je pense, le 18 août, mais en tout cas, le programme sera envoyé à tout le monde. Aussi, on est en train de développer d'autres aspects de bénéfices qui vont bénéficier nos membres. Il va y avoir un search pour, si vous voulez faire une recherche d'un tel membre avec une telle expertise. Ça va être disponible sur Salesforce, ce qu'il appelle Community. Ça s'en vient très bientôt. Et aussi, les deals, les transactions, les opportunités potentielles qui sont maintenant en PDF envoyés à tous les membres à tous les 2 semaines, sera interactivement sur le site. En tout cas, ça s'en vient très bientôt. Alors, sans plus tarder, j'aimerais présenter Suzanne Villeneuve, qui est associée chez KRB. Et puis, on connaît Suzanne depuis longtemps. Elle est membre de notre conseil consultatif. C'est une amie du club et elle est très occupée. Alors, c'est elle qui a organisé KRB comme membre. En tout cas, KRB, c'est membre corporatif depuis assez longtemps. Puis, ça nous fait plaisir de les dire bienvenue ce matin. Alors, c'est Suzanne qui va présenter notre présentateur ce matin, Maxime. Bonjour tout le monde, merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Il me fait plaisir de vous présenter mon collègue Maxime Cloutier qui nous donnera la présentation aujourd'hui. Maxime se spécialise en droit commercial, corporatif, fusion et acquisition chez KRB Avocats. KRB Avocats, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissons pas encore, on est un cabinet d'avocats basé à Montréal et spécialisé en droit commercial, transactionnel, immobilier, insolvabilité et restructuration. Donc, mon collègue Maxime, il a plus de 20 ans d'expérience en M&A. Il a travaillé sur des transactions impliquant les plus grands joueurs, les plus grands acteurs du Québec, tant dans le cadre de transactions québécoises que transfrontalières. Il a occupé plusieurs postes de leadership auprès de l'Association du barreau canadien, dont celui de président de la section du droit des affaires Division Québec, et également auprès de la section de droit des affaires de l'American Bar Association. Il a été plusieurs fois reconnu comme chef de file en fusion-acquisition par divers organismes tels Best Lawyers et Legal 500 Canada. Maxime a également enseigné le droit des affaires à l'École du barreau pendant plus de 10 ans
et il a même été nommé Fellow de l'American Bar Association. Maxime est bien connu pour sa facilité à identifier rapidement et efficacement les importantes questions dans des dossiers. Donc, je crois que la présentation d'aujourd'hui est très à propos pour Maxime. Donc, je vais lui laisser la parole. Au-delà des dispositions financières, les clauses d'une convention d'achat que vous devez lire si vous n'êtes pas avocat. Merci. Bonjour à tous et merci Suzanne pour cette belle présentation et ces beaux mensonges que tu as dit à mon égard. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vous parler des conventions d'achat et surtout des dispositions que lorsqu'on est avocat, parfois on passe par-dessus parce qu'on se dit ça c'est du légal, ça c'est pas du financier, c'est trop complexe. Mais on va voir ensemble que ces dispositions-là, même s'ils ne sont pas strictement financières, peuvent avoir un grand impact sur la responsabilité du vendeur ou sur le potentiel que l'acheteur a de se faire indemniser si jamais il y a des problèmes. Donc, on va commencer tout de suite. La première slide que vous avez devant vous, c'est un petit peu le squelette d'une convention d'achat. Pour qu'on se situe un peu ensemble aujourd'hui sur les dispositions desquelles on va parler. Donc, une convention d'achat pour le bénéfice de tout le monde. On commence la plupart du temps avec des définitions qui viennent établir ce que signifient les termes qu'on utilise dans le contrat. Ensuite, il y a et puis il y a des définitions là-dedans qui sont importantes pour vous, que vous lisez sûrement, que ce soit le BAIA, le fonds de roulement, les dettes, et ainsi de suite, et puis les benchmarks pour chacun de ces éléments-là aussi. Donc ça, on sait que vous le regardez. Il y a d'autres définitions aussi qui valent la peine d'être lues. On va en parler un peu plus tard. Ensuite vient l'article principal de la Convention, ce qui est le plus important, et ça, je sais que vous le lisez tous, c'est la portion sur d'achat-vente en tant que tel. Donc, qu'est-ce qu'on vend, à qui on le vend, quand on le vend, est-ce que c'est un montant qui est payable à 100% au closing ou qui peut s'étaler dans le temps avec un solde de prix de vente, avec un earn-out ou d'autres mécanismes comme ça. Évidemment, le montant en tant que tel, comment c'est payé, est-ce que c'est payable en argent, en actions ou autrement? Donc ça c'est vraiment le cœur de la convention, c'est là où se fait le transfert d'actifs ou le transfert d'actions qu'on veut faire. Donc ça, on va moins en parler aujourd'hui parce que je sais que cette section-là, vous la regardez assez bien et en détail. Ensuite, il y a les déclarations garanties, la longue section qui a souvent 20, 25, 30 pages où on demande aux vendeurs essentiellement confirmer que la compagnie est en ordre, qu'il n'y a pas de problème avec la société qui va être vendue, et s'il y en a, que ces problèmes-là soient adéquatement divulgués à l'acheteur. On va voir certaines de ces déclarations-là, puis comment ça peut avoir un impact sur le fardeau du vendeur ou le potentiel, encore une fois, de récupérer ses sommes de l'acheteur. Les engagements, on va moins en parler. C'est des engagements donc, qui s'appliquent après la clôture de la transaction. Donc, qu'est-ce qui arrive après la clôture? Qui prépare les déclarations d'impôt, par exemple, ces choses-là. Parfois, il y a une non-concurrence que ça vaut la peine de regarder, principalement la durée, le territoire, et ainsi de suite, qui se trouve dans la section des engagements, mais on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui. Et ensuite, l'autre disposition très importante de la Convention, c'est l'indemnisation. Donc, comment un acheteur va faire pour se faire indemniser, pour se faire compenser si jamais il subit une perte en raison de son acquisition? Et comment, de l'autre côté, le vendeur va le faire pour encadrer cette obligation d'indemnisation-là pour pas que ce soit trop onéreux et pour lui permettre de limiter son risque et s'assurer de pouvoir commencer à bénéficier de son argent le plus rapidement possible. Et ensuite, il y a les dispositions finales. Si on a le temps, on va en parler un peu. Il y a certains, parfois on saute par-dessus, mais il y a certaines, on appelle ça du boilerplate. Mais des fois, on trouve des petits trucs là-dedans qui sont importants, qui doivent être regardés attentivement pour bien comprendre qui est responsable de quoi dans la transaction. J'ai pris la position aujourd'hui que, en fait, si on avait un fact pattern à faire,
qu'on regarde une transaction qui est faite dans le marché intermédiaire, dans le mid-market, une transaction qui se fait en une seule étape, c'est-à-dire qu'on signe et on close en même temps. Si on avait une transaction en 2 étapes, ça serait plus complexe, il y aurait d'autres choses à regarder, mais pour les fins de du 35 à 40 minutes qu'on a ensemble, je pense qu'on était mieux d'aller vers une transaction la plus simple possible. Donc, allons-y avec les définitions. Il y en a une en particulier que je veux qu'on regarde ensemble, et c'est la définition de connaissance. Quand on parle de connaissance avec nos clients, que ce soit le vendeur ou les conseillers financiers ou les investisseurs, la première réaction qu'on a, c'est de dire, ben oui, mais connaissance, c'est ce que je connais, et puis si je le connais, je le connais, si je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et dans certains cas, c'est exactement ce que la définition va dire, c'est-à-dire connaissance signifie la connaissance avérée du vendeur. Donc, ce qu'on connaît, on le divulgue, et ce qu'on ne connaît pas, on ne le divulgue pas. Souvent, notre acheteur, par contre, lui, il va dire, oui, mais, pardon, mais ce n'est pas suffisant juste de dire que tu connais ou tu ne connais pas. Tu ne peux pas te cacher derrière ton ignorance volontaire pour ne pas me divulguer des choses. Donc, je veux non seulement que ce soit ta connaissance à toi, mais la connaissance des administrateurs, des dirigeants, des employés de la société également. Et puis, je ne veux pas que ce soit juste leur connaissance avérée. Je veux que ces gens-là fassent des vérifications raisonnables et des enquêtes raisonnables. Et la connaissance va vouloir dire la connaissance qu'ils auraient eue s'ils avaient fait cette enquête raisonnable-là. Donc, pour un vendeur, on peut voir tout de suite que le risque potentiel devient beaucoup plus élevé, le fardeau de divulgation devient beaucoup plus élevé, parce que là, le vendeur doit aller parler à ses actionnaires, à ses administrateurs, à ses employés, et s'assurer que ces gens-là ont une connaissance de la convention, puis de ce sur quoi on doit faire des divulgations, mais également qu'ils ont une connaissance des faits qui vont donner lieu à cette divulgation-là. Donc, c'est un travail beaucoup plus ardu de leur part. Et ensuite, il faut faire des vérifications elles-mêmes. Puis la question se pose, est-ce qu'une enquête raisonnable, c'est juste à l'interne, de regarder les livres et registres de la société, de parler aux employés, et ainsi de suite, ou s'il faut aller à l'externe aussi, parler à ses avocats, à ses comptables, à la limite à ses clients, à ses fournisseurs, pour s'assurer que tout ce qu'on dit est couvert par cette définition de connaissance-là qui est beaucoup plus large. Je vous dirais, la plupart du temps, on va réussir à trouver un juste milieu entre la connaissance avérée, qui est la première version très restrictive, et la deuxième qui est très, très large. Souvent, on ne parlera pas de la connaissance des employés, par exemple, parce qu'il est trop tôt pour aller parler aux employés, il est trop tôt pour commencer à aller leur divulguer la transaction qu'on est en train de faire. Souvent, on va être capable également de limiter la notion d'enquête à une enquête interne. Donc, l'acheteur va dire, le vendeur va dire, d'accord, je vais faire des vérifications, mais je ne sortirai pas de ma compagnie. Je n'irai pas parler à des tiers, je n'irai pas parler à mes clients, à mes fournisseurs, à mes prêteurs de ce qu'on est en train de faire. On va se limiter à ce qu'on peut connaître à l'interne et non pas à l'externe. Et puis là, la question qui reste, qui est souvent débattue, c'est est-ce qu'on parle de la connaissance avérée après enquête raisonnable, point, ou la connaissance avérée et que cette personne aurait dû avoir après enquête raisonnable. Donc, la notion de, pardonnez-moi l'anglicisme, de deemed knowledge ou de connaissance réputée, si on veut. Donc, qui fait que même si on n'a pas connaissance, si on a mal fait nos vérifications, on peut être tenu responsable. Donc, quand on est un investisseur, quand on est un investisseur financier ou un vendeur, c'est important de bien comprendre quel est le niveau de connaissance qui doit être, duquel l'acheteur s'attend pour bien encadrer le vendeur et s'assurer qu'il fasse les divulgations appropriées puis qu'il fasse l'exercice nécessaire pour que les déclarations de garantie soient vraies compte tenu du niveau de connaissance qui est demandé. On va passer maintenant aux déclarations de garantie. Il y en a 2 en particulier sur lesquelles je voudrais qu'on s'arrête, qui ont un très grand impact sur la responsabilité du vendeur. Et c'est celle sur le passif non divulgué. Donc, le texte est un peu plus long.
Mais ça vaut la peine de le regarder. Donc, ce qu'on dit, c'est que malgré toutes les déclarations garanties qu'il y a dans les 25 à 30 pages de la convention dont on parlait tantôt, malgré ça, l'acheteur dit, juste pour être bien sûr, là, il n'y a pas d'autres dettes, il n'y a pas d'autres passifs. Et là, passif, c'est très large. On dit direct, indirect, payable ou à payer, comptabilisé ou non, conditionnel, liquidé, connu ou inconnu. Donc, ce qu'on demande au vendeur, essentiellement, c'est de garantir quelque chose qui forcément il ne connaît pas, puisqu'on lui demande de garantir l'inconnu. Sauf ceux qui ont déjà été mis dans les états financiers ou ceux qui ont été engagés dans le cours normal de la société depuis ces états financiers-là et qui sont conformes aux pratiques antérieures. Donc, on voit tout de suite que donner ça comme garantie, quand on est un vendeur, ça nous impose une obligation de divulgation très large, d'une part, et ça met un fardeau très lourd sur notre responsabilité potentielle. Parce que, bon, dette, on peut s'entendre assez rapidement sur ce que c'est, mais passif, direct, indirect, connu, inconnu, c'est excessivement large. Toute responsabilité potentielle peut devenir un passif et ça demande à un vendeur un effort non seulement pour déterminer s'il y a ces passifs-là qui existent, mais également si on ne le sait pas, ça donne un très grand risque d'avoir à subir une demande en indemnisation plus tard si jamais il y a un élément qui survient parce que c'est tellement large que tout peut rentrer là-dedans. Donc, comme acheteur, c'est notre position évidemment privilégiée. On aime ça être se retrouver dans cette situation-là, d'avoir cette rep-là. Mais notre vendeur, souvent, va soit simplement dire non, je ne te donne pas cette déclaration garantie-là, ou on va essayer de trouver un compromis. Et c'est ce que j'ai mis dans le deuxième paragraphe. C'est une position qui est, je dirais, intermédiaire, où le vendeur va dire OK, tu veux qu'on parle de passif non divulgué? Pardon. Donc, on va en parler, mais on va encadrer cette déclaration-là comme il faut. Donc, d'une part, ça va être à ma connaissance. Donc, je ne peux pas te garantir l'inconnu. Il faut que tu acceptes, acheteur, que je vais te garantir ce que je connais, mais non pas ce que je ne connais pas. Donc, on se rappelle, on a parlé de la définition de connaissance tantôt. Dépendant où on se situe, le fardeau du vendeur est bien différent d'un côté comme de l'autre. Donc, on va dire, donc, à la connaissance du vendeur, il n'y a pas de dette ou de passif important. Donc, si c'est des pécadilles, si c'est des choses sans importance qui sont survenues, on ne veut pas s'assiner pour 15 ou pour 20 il faut que ce soit quelque chose de fondamental, important, qui ait un impact sur l'entreprise. Donc là, on fait la même liste à peu près, sauf pour connu, inconnu, qu'on avait tantôt. Et par contre, on va préciser également que c'est dans chaque cas des passifs ou des dettes qui sont de nature à être divulgués dans des états financiers conformément au NCSCF, aux pratiques comptables, principes comptables. Donc, encore une fois, on vient limiter qu'est-ce qui doit être divulgué en disant si jamais un comptable, un vérificateur, un auditeur viendrait mettre ça dans des états financiers, je vais te le dire. Mais si c'est quelque chose qui, normalement, ne se retrouve pas dans des états financiers, bien là, et encore une fois, on revient à ce que je disais tantôt sur le caractère très large de ce qu'est un passif. On peut faire rentrer presque n'importe quoi dedans. Ça devient presque impossible de me rendre cette définition-là vraie à 100%. Donc, on va se limiter à ce qui est dans le bilan. Et également, à la fin, on va dire que tous ces passifs-là ou toutes ces dettes-là qui n'ont pas été divulguées ailleurs, on va vous les divulguer seulement si elles pourraient ou si elles ont un effet défavorable important. Un effet défavorable important, j'ai choisi de ne pas parler de cette définition-là parce que juste ça, on pourrait en parler pendant une demi-heure, surtout en temps de pandémie comme ça. Mais quand on parle d'effet défavorable important, on parle de quelque chose qui a un impact fondamental sur l'entreprise. C'est quelque chose qui vient vraiment perturber les opérations de façon importante, qui entraîne des pertes importantes pour la société. Donc,
en l'encadrant de cette façon-là, ça devient plus facile pour un vendeur de se résoudre à donner cette déclaration-là en disant OK, je vais te garantir qu'il n'y a pas de passif ou de dette que je n'ai pas autrement divulgué dans les 30 autres pages de déclaration de garantie que tu me demandes. Mais cependant, je sais que je suis protégé en ayant atténué la portée de cette déclaration-là, comme on vient de le voir. Donc, quand vous lisez une convention d'achat, c'est la première déclaration que vous devriez aller regarder, voir si l'acheteur vous demande de vous prononcer sur, ou demande à vos vendeurs de se prononcer sur le passif non divulgué, et de voir dans quelle mesure on vous demande, quelle est l'ampleur de la divulgation qui est demandée. Donc, c'est une déclaration qui est négociée assez activement dans la plupart des dossiers parce que, comme je disais tantôt, ça fait partie des modalités d'une convention qui viennent bouger l'aiguille, comme on dit, le boom de needle entre la responsabilité d'un vendeur et la possibilité de se faire indemniser. Donc, celle-là, toujours aller voir cette déclaration-là. Une autre déclaration dont je veux parler, c'est souvent la dernière dans les 30 pages de déclaration de garantie qui sont prévues dans la Convention. C'est celle sur la divulgation complète. Et on va voir que dans sa version la plus exhaustive, on demande quelque chose de très, très, très sévère aux vendeurs. Donc, on dit les déclarations garanties contenues au présent sont vraies, complètes. Qu'est-ce que ça veut dire des déclarations complètes? On va le voir un peu plus loin, et exactes. Donc, complète, ça veut dire qu'elles n'omettent pas d'énoncer quelques faits importants qui est nécessaire pour rendre toute déclaration de garantie ou énoncé vrai, complet et exact à la lumière des circonstances dans lesquelles cette déclaration de garantie ou énoncé a été fait ou donné. Donc, comme vendeur, on se dit, écoute, ça fait 30 pages que tu me demandes de confirmer que ma compagnie est correcte, qu'il n'y a pas de problème avec ma compagnie. Tu as pu me poser toutes les questions que tu voulais. Et là, en plus, tu me dis, malgré tout ça, c'est à moi de dire que tu n'as pas oublié de me demander d'autres choses. C'est un fardeau qui est lourd pour un vendeur de penser à quelque chose que dans ces 30 pages-là n'aurait pas été couvert. Et on va encore plus loin dans la version la plus agressive de cette clause-là, en disant qu'il n'existe aucun fait ou circonstance qui n'est pas divulgué dans la Convention, qui pourrait affecter la compagnie de façon défavorable, l'entreprise, son actif, sa perspective, sa condition financière, ses besoins d'exploitation. Et là, attention, ou qui pourrait conduire un acheteur raisonnable à ne pas conclure les transactions visées au présent pour quelque raison que ce soit. Donc, on demande au vendeur de se mettre dans la peau de l'acheteur ou d'un acheteur éventuel et de dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne lui ai pas dit qui pourrait le faire changer d'idée? Et s'il y a quelque chose qui pourrait le faire changer d'idée, bien, c'est à moi de lui dire. Donc, un de mes premiers mentors avec qui j'ai travaillé en début de carrière appelait ça la clause du psychologue, en disant ce qu'on demande dans le fond, c'est aux vendeurs de se mettre dans la peau, dans la tête de notre acheteur et puis de penser à sa place, c'est quoi ses émotions, c'est quoi ses états d'âme et qu'est-ce qui pourrait faire pencher son cœur d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est très difficile pour un vendeur de donner cette déclaration-là parce que, encore une fois, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer là-dedans que ça peut être très facile de rendre cette déclaration-là fausse. Donc, un vendeur va résister cette déclaration-là, va tenter de l'enlever complètement ou la limiter le plus possible. Donc, ce qu'il serait prêt à dire, par exemple, ce qui est le deuxième paragraphe, c'est les déclarations garanties contenues au présent sont vraies et exactes à tous égards importants. Donc, à tous égards importants, ça veut dire il peut avoir des petits problèmes, mais il ne peut pas avoir des gros problèmes en date des présents. Donc, aujourd'hui, les déclarations de garantie sont vraies et exactes. Je n'ai pas de problème à dire ça. Ça fait 30 pages que je le dis, mais juste si tu veux que je le répète une dernière fois, ça ne me dérange pas de le faire. Je peux te le dire une dernière fois. Donc, ça aussi, c'est le genre de disposition où on va souvent arriver entre les deux. C'est-à-dire qu'on va garder des éléments de la première
la première version de la divulgation complète, sans se rendre peut-être aussi loin que le deuxième paragraphe. Je vous dirais, la plupart du temps, puis là, évidemment, tenez-moi-en pas rigueur si jamais on négocie ensemble et puis qu'on présente des positions opposées. Mais la plupart du temps, on est capable d'éviter la notion d'acheteur raisonnable à ne pas conclure les transactions que les autres présentent, parce que le fardeau est très, 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 très lourd. Et ça prend un acheteur très, très, très prudent, disons-le comme ça, pour insister là-dessus de façon péremptoire, là, de façon à dire que c'est un deal breaker ou une disposition qui est absolument essentielle pour compléter la transaction. Et la première partie, par contre, la première phrase, celle-là, il nous arrive souvent de la garder à peu près de façon interne. Continuons maintenant. On va parler pour le restant de la présentation d'indemnisation. Donc, qu'est-ce que c'est l'indemnisation? L'indemnisation, c'est la disposition qui permet à un acheteur, qui prévoit la façon dont l'acheteur va se faire indemniser, va se faire compenser si jamais il subit des dommages en raison de la transaction, principalement en raison d'un défaut ou d'une inexactitude reliée aux déclarations et aux garanties qui ont été données, les fameuses 30 pages dont on vient de parler. Mais par contre, beaucoup s'arrêtent à cette perspective-là, mais l'autre aspect important de la clause d'indemnisation, c'est de permettre aux vendeurs d'encadrer cette obligation d'indemnisation-là en la minimisant de plusieurs façons différentes. Et notre vendeur, lui, il dit, écoute, c'est correct, s'il y a un problème, je vais t'indemniser, mais il faut, si je te vends ma compagnie, c'est parce que toi, tu prends un risque, et moi, je ne veux plus en prendre. Alors, je m'attends à ce qu'il y ait une partie de mon prix d'achat qui soit sécurisée. Je m'attends à ce qu'il y ait une partie de mon prix d'achat que tu ne puisses pas venir toucher après la transaction, parce que moi, je veux faire d'autres choses avec cet argent-là. Je veux m'assurer que je ne suis pas au BAT à 100 Donc, ça, c'est l'indemnisation maximale. J'ai mis en parenthèse, c'est quoi les taux qu'on voit d'indemnisation maximale le plus souvent. On parle souvent d'un pourcentage du prix d'achat qui varie, je dirais, entre 20 et 50 Sur les transactions qu'on fait aux États-Unis, les pourcentages sont un peu plus bas. Donc, l'indemnisation peut aller jusqu'à 10 Si on fait des transactions au Canada, des fois, on a de la résistance qui va jusqu'à 50 Dans de très rares cas, surtout avec les investisseurs institutionnels, l'indemnisation est encore plus élevée. Mais je vous dirais, la norme, c'est varie autour de ça selon le genre d'acheteur et selon le type de confort qui est requis. Donc, ça, c'est une façon que le vendeur va faire ou va utiliser pour venir minimiser son risque. Une autre façon avec laquelle il va vouloir minimiser son risque, c'est en imposant à l'acheteur un seuil ou une franchise. Qu'est-ce qu'un seuil ou une franchise? Un seuil, c'est, en anglais, on dit basket, donc un panier dans lequel on va mettre les réclamations qui sont moins importantes. Donc, on va dire, en tant que vendeur, écoute, oui, je vais t'indemniser, mais je n'ai pas envie qu'on s'ostine pour des montants qui ne sont pas importants. Je n'ai pas envie qu'on commence à chicaner pour des choses de moindre importance. Donc, on va allouer une portion du prix d'achat. Bien souvent, c'est entre 1,5 et 1 du prix d'achat, qui va servir à traiter les petites réclamations, les réclamations de moindre importance. Donc, tant qu'on est à l'intérieur de ce seuil-là ou de cette franchise-là, et la différence entre un seuil ou une franchise, c'est que le seuil, lorsqu'on atteint le montant du seuil, donc disons 1 du prix d'achat, le vendeur devient obligé d'indemniser pour le plein montant des pertes subies par l'acheteur. Tandis que lorsque c'est une franchise, lorsqu'on atteint le montant du basket, donc lorsqu'on atteint le montant maximal de 0,5 ou de 1 du prix d'achat, la responsabilité du vendeur commence à ce moment-là. Donc, le dollar suivant de perte
doit être indemnisé, mais non pas le montant de la franchise elle-même. Et les acheteurs vont accepter, dans la plupart des cas, un basket pour des raisons de commodité plus que d'autres choses, mais également pour permettre aux vendeurs d'avoir un certain montant de dommages gratuits, si on peut dire comme ça, ou si jamais il survient des dommages, il n'y aura pas d'indemnisation possible. Je parle brièvement du ce qu'on appelle le de minimis ou du seuil minimal de réclamation. Donc, parfois, c'est surtout dans les plus grandes transactions dans le mid-market, on va dire, OK, non seulement il va y avoir un seuil et non seulement il va y avoir une indemnisation maximale, mais en plus, on ne s'intéressera pas à toutes les réclamations qui sont de moins de 5 000 par exemple. Moins de 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 dans les plus grandes transactions. Donc, tout ce qui est en bas de ça, on n'en parle même pas, ça ne rentre même pas dans le basket. On oublie ça parce que c'est des montants trop qui ne sont pas significatifs pour notre taille de transaction, puis personne n'a envie de s'attarder à ces problèmes-là. Quand on est dans le marché intermédiaire, dans les transactions plus petites, c'est plus rare qu'on va en voir. Mais parfois, même dans les transactions de 10-15 millions, il va y avoir un seuil de minimis pour les réclamations. La dernière façon dont notre vendeur va vouloir limiter sa responsabilité, c'est en établissant une durée maximale, donc une survie des déclarations garanties. On va dire, je vais t'indemniser, d'accord, mais seulement pour une certaine période de temps. Tu ne peux pas me revenir dans 5 ans et me dire que je te dois encore de l'argent parce que ça me prend une fin, ça me prend un moment où je vais savoir que l'argent que tu m'as donné, je peux en bénéficier comme je veux, en disposer comme je veux. Donc, la survie actuellement, dans la plupart des dossiers, les acheteurs acceptent de façon courante une survie qui varie entre 12 et 24 mois. 12 étant assez rare, je dirais. On arrive souvent à 15 mois à peu près, qui est le temps que ça prend pour faire un cycle d'état financier complet, plus la préparation des comptables dans les 3 mois qui suivent. Et jusqu'à 24 mois, c'est assez rare qu'on va au-delà du 24 mois. Là. On en voit très, très peu. Je dirais 15 et 18 mois, c'est pas mal le sweet spot, en tout cas dans ce que j'ai vu dans les dernières années. Donc, ça, souvent, vous qui êtes des financiers, aviseurs financiers ou des vendeurs, entrepreneurs, vous allez aller voir ces parties-là de la clause d'indemnisation parce qu'on voit un montant, on voit un pourcentage, on voit un nombre de mois. Puis, c'est assez simple à comprendre. On dit, OK, parfait, on est limité comme ça. C'est pas si mal. On joue un peu avec les pourcentages, puis on arrête là. Par contre, il y a quelque chose à laquelle parfois on porte moins attention et qui vient complètement changer les protections dont on vient de parler. Ce sont les indemnisations spécifiques. Qu'est-ce que c'est les indemnisations spécifiques? Donc, j'ai dit tantôt en début de présentation pour la clause d'indemnisation que l'indemnisation vise surtout à indemniser ou à compenser pour les pertes reliées aux inexactitudes des déclarations garanties. Mais les indemnisations spécifiques, elles, viennent dire que malgré l'exactitude des déclarations garanties, il y a certains types de dommages qui doivent être sujets à indemnisation malgré tout, de toute façon. Donc, même si tes déclarations sont vraies, le classique qui est commun puis accepté par tous, c'est pour l'impôt. L'acheteur dit « Je ne paierai jamais tes impôts et tes taxes. Donc, si jamais il survient une réclamation fiscale pour une période précédant la clôture, je m'attends à ce que tu m'indemnises à 100 et il n'y aura pas de limite de temps non plus là-dessus. Donc, si l'impôt revient après 6 ans, parce que c'est une question de fraude fiscale, et qu'on réclame 250 000 bien 250 000 tu vas me le payer au complet. On ne se demandera même pas si est dans le seuil, la franchise, l'indemnisation.
m'attends à être payé au complet. Donc, celui-là, on le voit dans presque toutes les transactions, sinon toutes. Par contre, notre acheteur, souvent, va vouloir mettre d'autres indemnisations spécifiques. Par exemple, sur les litiges, il va dire s'il y a des réclamations de tiers qui surviennent reliées au passé, moi, je ne les prends pas à ma charge. On va dire, par exemple, dans certains cas, on voit même sur les dettes ou sur le passif, on va dire n'importe quel passif qui survient, je m'attends à être indemnisé de façon spécifique. Les responsabilités sur les produits, par exemple, se retrouvent là, en environnement. Il peut en avoir d'autres comme ça. La conséquence, et c'est pour ça qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'attention quand on regarde notre convention d'achat, la conséquence d'avoir des indemnisations spécifiques, c'est que ces indemnisations spécifiques-là ne sont pas couvertes par la survie, l'indemnisation maximale, le seuil ou le de minimis. C'est très important de comprendre ça. Souvent, on oublie, on dit, c'est pas grave, je suis limité à 20 de mon prix d'achat, puis j'ai une franchise à 1 je peux bien donner les indemnisations spécifiques qu'il veut, ça ne me dérange pas. Non, non, non. Et, parce qu'une fois où on me donne les indemnisations spécifiques, il faut se rappeler qu'il n'y a plus de cap, il n'y a plus d'indemnisation maximale, il n'y a plus de basket, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de survie même. Donc, moi, ce que je dis souvent aux vendeurs, c'est avant de donner des indemnisations spécifiques, rappelez-vous que dans 5 ans, ça se peut que vous vous fassiez appeler et qu'on vous réclame de l'argent. Non seulement ça, mais si vous décédez, ça se peut qu'ils appellent vos héritiers, vos descendants, votre femme, vos enfants, et qui leur demandent de vous indemniser parce qu'il n'y a pas de survie et parce que la Convention lie non seulement le vendeur, mais également ses héritiers, ses descendants, et ainsi de suite. Donc, est-ce que vous êtes prêt à faire subir à votre famille le risque d'avoir des réclamations qui peuvent venir par la suite? C'est un fardeau très lourd pour les vendeurs, les indemnisations spécifiques. Donc, c'est important de comprendre ça. Et puis, de ne pas juste dire « Ah, c'est pas grave, j'ai ma survie, j'ai mon basket, j'ai ci, j'ai ça ». Non. Et tout ça ne s'applique pas aux indemnisations spécifiques. Ça s'applique uniquement aux inexactitudes, aux déclarations garanties. Donc, dès qu'on sort de ça, on est à l'abri de rien et on s'expose à 100 %. Donc, comme acheteur, c'est sûr qu'on essaie d'en mettre le plus possible, mais il faut trouver un équilibre entre le degré de protection qu'un acheteur a besoin et une attente raisonnable du vendeur de limiter son exposure. Donc, ça aussi, c'est une partie de la Convention qui est négociée de façon très intense, très active, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Plus on en a, plus notre vendeur se retrouve dans une position où il va devoir indemniser du premier dollar sans limite de temps ou sans limite financière, ce qui est un fardeau très lourd. Donc, porter une attention particulière à cette liste d'indemnisation spécifique-là, c'est très important. Je vois l'heure qui avance. Je vais arrêter bientôt. Je vais parler brièvement donc, de deux autres clauses, de deux autres dispositions de la clause d'indemnisation sur lesquelles vous devriez porter une attention. La première, c'est celle qui vise la connaissance du vice. En anglais, on appelle ça le sandbagging. C'est probablement plus utilisé couramment que le terme connaissance du vice. Dans certains cas, notre acheteur va vouloir une disposition qui dit que malgré que j'ai connaissance, moi, en tant qu'acheteur, donc la partie indemnisée, c'est souvent l'acheteur, malgré le fait que j'ai connaissance d'une réclamation aujourd'hui, ou que j'ai connaissance de certains faits qui pourraient conduire à une réclamation, je garde mon droit entier d'être indemnisé sans être obligé de te le demander. Évidemment, ça rend le vendeur inconfortable parce qu'il dit si tu as trouvé quelque chose qui est problématique dans ma compagnie, ben, dis-le-moi maintenant qu'on adresse ça avant de closer, pas après. Je n'ai pas envie qu'on signe et que demain matin, tu me poursuives. Et l'acheteur, lui, va dire écoute, je ne veux pas être dans une position où tu vas me dire ouais, mais tu le savais, fait que même si la compagnie vaut moins, tu avais juste à ne pas acheter.
et puis ça va régler ton problème. Donc, l'acheteur dit, si je le savais ou j'aurais pu le savoir parce que c'est dans les documents de vérification diligente, mais je n'ai pas fait le lien, par exemple, entre ce que tu m'as divulgué puis le potentiel de réclamation, mais je ne devrais pas être affecté par ça. De l'autre côté, notre vendeur, lui, peut dire le contraire. Et puis, il peut dire, nonobstant toute disposition contraire, donc malgré toutes les autres dispositions de la Convention, en aucun cas, l'acheteur, encore une fois, la partie indemnisée, ce qui est souvent l'acheteur, ne pourra faire une réclamation si l'acheteur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette réclamation-là ou des faits pouvant en donner lieu. Et c'est là où le vendeur ou l'acheteur dit, comme je viens de le mentionner, wow, attends une minute. Là. Si tu penses que tu as mis quelque chose dans le data room puis que moi je l'ai manqué ou que je l'ai regardé d'une autre façon, tu ne peux pas me dire que j'aurais dû avoir la connaissance et m'empêcher de faire une réclamation. Donc, souvent, la façon la plus simple de régler la question du sandbagging, c'est de ne pas mettre la clause ni d'un côté ni de l'autre et d'être silencieux là-dessus. C'est quoi le résultat de ça? C'est le droit commun qui s'applique. Et au Québec, il faut savoir que comme acheteur, pas divulguer un vice avant la transaction vient limiter beaucoup les chances de pouvoir se faire indemniser. Donc, disons que ça encourage fortement l'acheteur à divulguer la connaissance de réclamation si jamais il en connaît avant la clôture. Et il y a des cas où ça pourrait être raisonnable, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, la solution mitoyenne, c'est souvent le silence sur la question du sandbagging. C'est ce qui convient souvent. Et la dernière dont je veux parler, parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aux États-Unis, pour vous donner une idée, c'est dans 80% des deals. Ici, c'est beaucoup moins. Mais souvent, ce qui s'applique aux États-Unis s'en vient au Canada dans les années qui suivent. Donc, on peut s'attendre à ce que cette tendance-là se poursuive au Québec dans les prochaines années. C'est donc ce qu'on appelle le materiality scrape ou la renonciation aux critères d'importance. C'est que l'acheteur va dire, écoute, je vais te laisser me mettre des qualifications de matérialité d'importance, d'effets défavorables importants, de connaissances dans la convention, comme tu veux. Par contre, quand ça va être le temps de calculer les dommages que j'ai subis, on va les enlever. Parce que je t'ai donné un basket pour ce qui n'était pas important, je t'ai donné un cap pour ce qui était plus important. Mais là, en plus, tu ne me diras pas, tu me demanderas pas de t'indemniser pour quelque chose qui est. Donc, les dommages vont être évalués à partir de la notion de matérialité, où on va dire c'est des dommages qui sont moins importants parce que la matérialité s'applique. Donc, ça vient atténuer ma possibilité de me faire indemniser pour le plein dommage que j'ai subi. Donc, on enlève ça pour les fins d'indemnisation. C'est une position comme avocat en M&A qui est pas intuitive. C'est-à-dire que quand on y pense la première fois, ça vient nous choquer un peu de se dire qu'on vient de mettre toutes ces qualifications-là et que ça ne servira à rien plus tard, aux fins d'indemnisation. Mais c'est important de savoir que le marché s'en va vers là. On est dans une c'est une tendance qui est lourde. Donc, c'est important d'être au fait de cette tendance-là et, dans une certaine mesure, d'apprendre à dealer avec. J'avais une autre slide où c'était si j'avais le temps, mais je pense que compte tenu de l'heure, je propose qu'on passe aux questions, si jamais vous en avez. Bon, Maxime, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous voyez dans votre expérience ce qu'on appelle un rapport d'évaluation, un valuation report fait par un CBV ou un comptable et son effet sur l'évaluation puis je dirais le comportement de l'acheteur? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui rentre dans vos démarches avec tes clients, mais c'est une question que je pose.
Je dirais les évaluations d'entreprise souvent vont être faites plus dans le cadre de l'examen pas de l'examen, mais dans le cadre d'une convention entre actionnaires où on va devoir procéder à une vente forcée de la société pour différentes raisons. Où là les actionnaires vont s'entendre entre eux qu'on va baser la valeur sur ce qu'un évaluateur va déterminer comme étant la bonne valeur. Dans un contexte de M&A, purement M&A, je vous dirais que en fait, dans ma pratique, on se base rarement sur un rapport d'évaluation pour établir la valeur. Notre valeur marchande, c'est celle que l'acheteur est prêt à payer au moment de la clôture purement et simplement. J'ai une autre question. Est-ce que vous voyez quand vous venez pour examiner l'entente ou le contrat entre actionnaires, que vous voyez que ça n'a pas été signé par les actionnaires et ça cause des défis entre actionnaires et votre procédé là-dedans? absolument. Ça, c'est le classique, hein, et on le dit souvent à nos clients. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, est-ce que vous m'entendez, Maxime? Oui. Bon, est-ce que vous m'entendez? La convention, oui, excusez-moi. Go ahead. OK. Alors, donc, j'avais bien compris la question. Ça, c'est le classique, c'est-à-dire que les actionnaires, souvent, vont vouloir reporter, quand on commence notre entreprise, on est excité, on veut aller à ce qui nous intéresse le plus, c'est l'exploitation elle-même, ce n'est pas la convention d'actionnaire qui est nécessaire pour encadrer la relation avec les actionnaires. Donc, on fait ça vite, on ne la lit pas, on ne la signe pas, ou on fait juste reporter le moment où on va la négocier. Puis là, c'est quand un problème survient où on est pris avec ça, parce que c'est toujours quand on s'entend bien que c'est le temps de prévoir les modalités de notre entente et non pas quand ça va mal. Donc, c'est un problème quand elle n'est pas signée par tous ou par certains, parce que ça devient très difficile de dire que ce document-là est opposable à tous quand certains ont refusé de le signer. Dans certains cas, les gens vont dire, écoute, on n'avait pas signé, mais on s'entend que c'est ça qu'on voulait, alors allons-y. Mais dans un contexte où il y a des dispositions qui sont très défavorables à un actionnaire et que cet actionnaire-là n'a pas signé la convention, c'est sans dire que c'est une excuse, un motif assez facile pour dire que la convention ne s'applique pas à lui. Donc, oui, malheureusement, dans un contexte de litige, c'est quelque chose qui est très problématique et qui arrive beaucoup trop souvent, malheureusement. Merci. Maxime, nous avons des questions, je vais vous les lire. Alors, la première question, oui. Pouvez-vous nous dire ce que vous voyez en pratique relativement au debt-free and cash-free, les différentes positions du marché relatives à ce concept? Donc, oui, la plupart de nos deals sont cash-free, debt-free. Et les définitions financières sont regardées très attentivement par les comptables ou par les autres conseillers financiers, que ce soit la définition de fonds de roulement et de dette. L'idée étant qu'on on veut se trouver dans une position où tout ce qui ne génère pas de revenus, tout ce qui ne rentre pas dans le calcul de l'évaluation d'entreprise, qui est souvent basé sur le BAIA, ne sera pas tenu en compte. Donc, on va dire, ça nous prend un fonds de roulement X, mais, et donc, pour avoir ce fonds de roulement-là, le cash, on ne paiera pas pour ça, et les dettes, on veut les enlever. Donc, sauf celles qui rentrent dans le fonds de roulement. Alors, ce qu'on va vouloir voir, entre autres, là, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais on va entre autres vouloir s'assurer qu'il n'y ait pas de duplication entre le passif qui se retrouve dans le fonds de roulement, d'une part, qui est
dont est tenu compte pour l'ajustement de fonds de roulement, et les éléments qui se retrouvent dans la dette, dans la définition de dette. Souvent, ça se recoupe, et les deux, et c'est important de s'assurer que les dettes ne seront pas comptées deux fois à deux endroits différents pour notre vendeur, parce que ça vient réduire son prix d'achat deux fois plutôt que. Et souvent, on va voir donc, que le cash ou l'encaisse va être ajouté aux dettes, donc va venir réduire le montant de la dette par le même montant d'encaisse, là, finalement, qui est là. Donc, si j'ai mal répondu, n'hésitez pas à faire un follow-up sur cette question-là, ça va me faire plaisir. Merci Maxime. Prochaine question. Quelle est la différence et pourquoi avoir sign and close versus sign then close? Alors, oui, c'est une très bonne question. Ce qui va souvent faire la différence entre les deux, c'est donc, dans un premier cas, on signe et on close en même temps, c'est-à-dire qu'au moment où on signe, on transfère les actions ou les actifs et on paye le prix d'achat. Et dans un autre cas, on va signer une convention en disant si les conditions A, B, C, D, E sont rencontrées, on va closer à telle date et c'est là où on va faire le transfert d'actifs, le transfert d'actions et c'est là où on va s'échanger l'argent. Et c'est quoi ces fameuses conditions-là? La plupart du temps, c'est relié à des consentements de tiers qui doivent être obtenus. Donc, on est dans une position, dans une situation où le vendeur va dire, écoute, j'ai des fournisseurs très importants, j'ai des clients très importants qui vont devoir consentir à la transaction. Mais je ne suis pas prêt à aller les voir tant que tu t'es pas engagé formellement à m'acheter si jamais j'obtenais sauf si je n'obtenais pas ces consentements-là. Donc, c'est souvent la divulgation tiers qui va être là. Donc, notre vendeur se dit, parfait, j'ai une convention signée, je sais ce que j'ai à faire exactement pour m'assurer d'avoir mon argent, pour assurer de vendre ma compagnie dans un mois ou dans 2 mois. Maintenant, je suis plus confortable d'aller voir les tiers, d'aller parler à mes fournisseurs, à mes clients, parce que je sais que, sauf s'il arrive quelque chose de catastrophique, un élément défavorable important, comme si mon entreprise explose, je sais que mon acheteur est obligé d'acheter si je lui livre les consentements que je dois lui livrer. Il peut y avoir d'autres conditions aussi, mais je vous dirais la principale, celle qui est plus risquée, c'est les consentements ou les autorisations réglementaires, par exemple, quand on doit aller au bureau de la concurrence ou à Investissement Canada pour obtenir des autorisations. Bien, dans ce cas-là également, on va faire des transactions à 2 étapes pour permettre de faire le processus réglementaire pendant la période intérimaire, donc entre la signature et la clôture. Mais si on n'a pas à se soucier de ces éléments réglementaires-là, ou si on n'est pas trop préoccupé par l'obtention des consentements, la majorité des transactions, surtout dans le mid-market, vont se faire en une étape, donc sans clause simultanée. Merci Maxime. On va prendre une dernière question pour les 4 dernières minutes du webinaire. Donc la question, si le SPA ne prévoyait de debt-free and cash-free, est-ce qu'il y a un argument pour dire que les passifs sont la responsabilité du vendeur et le cash qui appartient au vendeur? Oui. Oui, parce que s'il n'y a pas de cash-free, debt-free, à moins il va quand même avoir, j'imagine, un seuil minimal de fonds de roulement à rencontrer. Mais ce fonds de roulement-là peut être atteint avec ou sans cash. Donc, notre vendeur peut de façon légitime décider de sortir le cash qui reste tout en maintenant le fonds de roulement que l'acheteur s'attend à avoir. C'est une position quand même assez risquée pour un acheteur. Là. Je vous dirais la très vaste majorité des transactions sont cash-free, debt-free, de celles que je vois, tout le moins. Donc, je ferai attention, j'étais un acheteur avant de voir une convention comme ça, où j'ajouterais
des déclarations qui viennent dire justement, qui viennent empêcher le vendeur de stripper le cash, excusez-moi l'anglicisme, de sortir l'encaisse de façon intempestive avant la clôture. Et pour le passif, que ce soit mentionné ou non, en fait, si on dit que le vendeur assumerait tous les passifs, là, ça dépend plus s'il s'agit de vente d'action ou de vente d'actifs. S'il s'agit d'une vente d'action, de par la loi ou de par l'effet de la transaction, la société demeure intacte en vendant les actions. Donc, les passifs demeurent à l'intérieur de la société et demeurent la responsabilité de la société. Par contre, si c'est une vente d'actifs, à moins qu'on prévoie que certains passifs sont pris en charge par l'acheteur, les autres passifs demeurent la responsabilité du vendeur. Donc, que ce soit cash-free, debt-free ou non, à moins que ce soit spécifiquement dit que le vendeur demande spécifiquement que l'acheteur prenne en charge certains passifs, par exemple les salaires dans le cours normal et des choses comme ça, tout le reste demeure la responsabilité du vendeur. Maxime, j'ai une question au sujet que vous avez touché dernièrement. Est-ce que vous voyez ce qu'on appelle en anglais des bulk sales où l'acheteur paye, je ne sais pas, un genre d'un arrangement légal, mais il ne paye pas le vendeur directement, c'est ça? Donc, c'est-à-dire qu'il va payer les créanciers directement. Les créanciers du vendeur, c'est ça? Oui. Oui. Oui, mais ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une restructuration, mais c'est un autre genre de vente, de manière de vendre une compagnie, non? Oui, au Québec, on ne fait pas la distinction entre bulk sale et puis vente d'actifs normale. C'est légalement, tout le moins. Donc, c'est plus un procédé d'affaires qu'un procédé légal. Il y a certaines juridictions, par exemple, jusqu'à récemment en Ontario, il y avait le Bulk Sales Act qui encadrait ce genre de transactions-là. Nous, ces dispositions-là, on en avait dans le Code civil, mais elles ont été enlevées il y a quand même plusieurs années. Ce qui fait que c'est une vente d'actifs normale. C'est juste que les parties déterminent entre elles la façon dont l'argent va être distribué et on décide donc de payer les créanciers un par un pour, même si ce n'est pas une restructuration formelle, pour que l'acheteur parte avec une compagnie clean et que les vendeurs gardent ce qui reste finalement. Donc oui, c'est une transaction qu'on voit assez fréquemment. OK. Alors, je pense qu'on va faire un wrap. Maxime, excusez-moi pour notre problématique ce matin. Alors, merci à vous. Merci à Suzanne. Merci. Maxime, c'est très important d'exposer ce matin. Valuable information. Merci. Alors, au revoir à tous. Merci à tous et bonne fin de journée.